toutes et à tous. Merci à Cécile et à Thierry pour votre invitation, pour participer à cette très belle journée de prospective et de se projeter sur le consommateur de 2037. Alors pour savoir d'où je parle, déjà je vais vous donner quelques noms de marques qui vont vous situer, parce que parfois le nom du groupe Bell n'est pas très explicite. Alors je vais vous donner quelques noms de marques et je suis sûre que vous allez les connaître, comme Kiri, Mini Babybel, Boursin, L'Air d'Amour à Péricube. Et là, je vois qu'en général, tout le monde commence à sourire. Et puis, la dernière, celle qu'on connaît le plus, c'est effectivement la vache Kiri. Donc, nous sommes en 2037 et la vache Kiri fête ses 112 ans. Elle a effectivement 112 ans et vous la connaissez sous différentes formes. Bien sûr, le fromage, mais aussi différents types de produits laitiers, du lait, du yaourt, des desserts, mais aussi toute forme de snack. Alors évidemment, la vache Kiri apporte toujours ses bienfaits nutritionnels, son goût inimitable, et elle apporte en plus une certaine fonction à ses consommateurs qui vont la choisir en 2037. Alors on voit que finalement l'alimentation a suivi une évolution et c'est ce que j'ai mis ici, c'est finalement une pyramide de Maslow inversée, c'est-à-dire que la majorité des consommateurs se trouvent au niveau 4 et 5 de cette pyramide et finalement on se trouve entre l'alimentation santé et le bien-être et l'alimentation selon ses convictions. Et finalement, pour le consommateur, son choix est guidé plus par est-ce que finalement mon alimentation va être en adéquation avec mes convictions? Bien sûr, ça correspond, est-ce que cette alimentation est bonne pour moi et va m'aider dans mon bien-être? Mais effectivement, notamment dans les pays développés et dans les zones urbaines, la majorité des consommateurs sont au niveau 4 et 5. Évidemment, l'inégalité économique existe encore en 2037 et dans certains pays, les consommateurs sont encore simplement au niveau 2 de cette pyramide de Maslow. Alors en termes d'offres, évidemment, les entreprises agroalimentaires se sont adaptées. Et elles se sont adaptées en finalement offrant, au-delà de son produit, finalement un service, voire même une fonction, qui permettent aux consommateurs de vivre en adéquation avec ses convictions et donc finalement d'aider le consommateur à adapter son mode de vie. Alors, nous sommes en 2037, effectivement, mais faisons un peu de rétrospective et voyons qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017. Alors 2017, on s'en souvient, c'était vraiment le début de l'ère de la transparence et on se souvient ô combien tous nos femmes et hommes politiques étaient effectivement soumis à cette contrainte de la transparence et le consommateur, lui aussi, est à la recherche de cette hyper-vérité et finalement, il faut tout lui dire, tout lui montrer et tout lui expliquer. Alors, en 2008, on se souvient qu'il y avait eu une grosse crise économique et finalement le consommateur est toujours très attentif à son pouvoir d'achat de façon à faire ses choix de façon optimale entre la qualité et finalement le service que le produit va lui rendre. En 2020, des nouvelles tendances se renforcent comme la tendance du nomadisme et on voit qu'effectivement le temps passé à manger est vraiment réduit et finalement on passe beaucoup de temps à être connecté. Pourquoi? Peut-être pour travailler, mais pas que. Pour aussi être en relation avec sa famille, ses amis, ses loisirs et être en relation avec ses communautés avec qui on partage effectivement un certain nombre de convictions. Alors on mange plus régulièrement sur le pouce. Et finalement, l'offre du snacking a vraiment évolué et on a un grand boom de toutes les propositions autour du snacking. On voit aussi que les tendances, les spécificités sur l'alimentation sont vraiment aussi très développées et il n'est pas rare de discuter avec ses amis et sa famille de est-ce que tu es flexi-végétarien, est-ce que tu es végétarien, est-ce que tu es vegan. Et finalement, on va souvent au restaurant le samedi soir, dans des restaurants végétariens, voire même vegan, pour partager finalement ces menus spécifiques adaptés à sa volonté d'adapter sa façon de manger. Alors, dans les rayons des magasins, on voit aussi fleurir
un certain nombre de produits qui sont sans, et notamment le sans lactose, mais surtout le sans gluten qui a vraiment une part importante dans les rayons. Et finalement, d'un autre côté, on a tout ce qui est hyper, et notamment le hyperprotéiné, qui va répondre à un certain besoin, par exemple pour les sportifs, mais pas que. En 2022, on a un gros scandale sur le bio qui est lié à une augmentation de la croissance, et finalement, on a un gros scandale. Et cette notion de transparence pour le consommateur est encore plus accrue, et toute cette technologie de la blockchain va être complètement importée dans l'agroalimentaire de façon à sécuriser finalement la traçabilité de l'agriculteur jusqu'à l'assiette. Évidemment, nos marketing ne sont pas en reste. Vous savez que en 2025, le cadeau préféré des jeunes à Noël, c'est quoi? C'est les lunettes Oculus Rift. On en est au moins à la 3e génération. Et finalement, le marketing utilise ces moyens pour effectivement communiquer et expliquer qu'est-ce que c'est cette transparence. Alors aussi bien aux enfants par des petites vidéos, des petits dessins animés ludiques et à la fois aussi explicatifs, mais aussi aux adultes qui ont besoin d'explications des fois un petit peu plus sophistiquées. Nous progressons, nous sommes en 2026 et là c'est l'ère de la personnalisation. Alors l'imprimante 3D a fait l'entrée dans nos maisons, dans nos cuisines, et effectivement, il n'est pas rare d'imprimer son repas, mais aussi quand on reçoit des amis, de commander effectivement des recettes de repas un petit peu plus gastronomiques pour étonner nos amis. On le sait, faire des menus, des repas comme un chef, c'est quand même très apprécié. Alors, l'individu a vraiment une place de plus en plus importante et de plus en plus prépondérante. Et finalement, on ne parle plus de consommateur, mais plutôt de consommateur. Le consommateur a envie d'être capable de manger n'importe quelle heure, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et quel que soit l'endroit où il se trouve, de finalement pouvoir commander ce qu'il a envie de manger. Alors, les enseignes et les fabricants, donc les industries agroalimentaires, ont beaucoup collaboré de façon à répondre à ce besoin et adapter leur format de leurs produits de façon à ce qu'ils soient, qu'on puisse les trouver, quels que soient les circuits de vente. Alors, les géants du e-commerce tels Alibaba et Amazon, finalement, ont développé des chaînes de magasins vraiment physiques, et les distributeurs qui étaient, eux, dans les magasins physiques, se sont développés et sont presque devenus aussi gros que les géants que sont Alibaba et Amazon. Alors là-dedans, est-ce que l'agriculteur est en reste? Pas du tout. Il a lui-même accès à toute une chaîne, en fait, à toute une plateforme régionale qui lui permet d'être en contact avec le consommateur directement et donc de lui livrer directement du champ à l'assiette un certain nombre d'aliments. Alors, Amazon, lui, est toujours en avance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé effectivement sa e-approvisionnement, qui est un système au niveau du frigidaire qui permet d'adapter à la fois ce qu'il a à l'intérieur, mais aussi via tout ce qui est intelligence artificielle, d'anticiper ce dont la famille va avoir besoin et être capable de commander directement sur la plateforme Amazon un certain nombre de produits. Alors, le consommateur est, donc, comme on l'a dit, très centré sur lui. Et finalement, grâce à toutes les technologies du big data et de l'intelligence artificielle, on est capable maintenant de lui proposer un coaching alimentaire lui permettant d'adapter finalement ses besoins à son style de vie. Alors, on n'est plus du tout à l'ère des régimes qui sont des choses très contraignantes, qu'on suit un petit peu, mais au bout d'un moment, on en a marre parce que effectivement, la partie plaisir est absente. Là, on est sur des méthodologies plutôt d'incitation douce qui permettent effectivement d'adapter et d'être compliant sur le long terme à tous ces coachings.
Alors, les mutuelles de santé sont effectivement très partie prenante dans ce genre de système, dans ce genre de programme, et vont elles-mêmes subventionner soit ces systèmes de coaching, soit inciter les consommateurs aussi à utiliser ce genre de service. En 2032, la science a encore franchi un nouveau gap, et toute la science autour du microbiote nous permet de franchir une étape supplémentaire dans la prévention des maladies liées à l'alimentation. En 2033, il y a finalement, on est au paroxysme en termes de l'individualisation, mais on voit apparaître de façon de plus en plus importante des mouvements anti-digitalisation et qui vont se tourner plus vers tout ce qui est slow food, slow life. Alors la classe moyenne atteint 2 milliards de personnes et effectivement la hausse de la demande en termes de protéines pour nourrir tout le monde est importante et on voit que les protéines végétales ont pris une part importante dans l'alimentation. En 10 ans, elles ont pris plus de 20% d'augmentation en termes de consommation. Et des sources de protéines qui étaient peut-être anecdotiques en 2017 sont devenues un petit peu plus importantes, comme les protéines issues d'algues, ou tout ce qui est aquaculture au sens large, et aussi, dans une moindre mesure, toutes les protéines issues des insectes. Alors, en 2037, il y a un événement majeur qui se passe sur... il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était le Time qui faisait sa une avec finalement il y a plus de plastique dans les océans que de poissons. Et là, il y a vraiment une prise de conscience des consommateurs qui finalement se disent oui, ok, je suis important, mais est-ce que la planète, est-ce que la Terre n'est pas plus importante que moi? Et comment faire pour finalement être plus responsable et avoir un mode de vie en adéquation avec cette conviction de devoir aussi soi-même être acteur pour participer à cette sauvegarde de la planète. Alors en résumé, une petite photo de l'évolution de notre vache qui rit, hein, comme je vous l'ai dit, elle a 112 ans, elle a bien évolué, hein, on voit 2017, 25, 32, 37, en 37, la vache qui rit, on voit, elle est toujours dans sa boîte ronde. Hein, donc elle a évolué, ce que je disais, elle amène une fonction supplémentaire au consommateur, c'est donc d'être en adéquation, de mettre en adéquation son mode de vie et ses convictions. Donc là, par exemple, hein, c'est une vache qui rit 100% végétale, qui permet au consommateur d'avoir accès, de prendre en compte ce produit dans son coaching alimentaire. Mais bien sûr, hein, cette vache qui rit, elle est toujours souriante, vous le voyez, et elle représente toujours l'apport pour le consommateur d'une vraie petite portion de plaisir qu'il prend plaisir à manger, mais à partager aussi avec sa famille ou avec ses amis. Alors, je vois qu'il y en a qui rient, c'est bien ça, hein. C'est vraiment une portion de plaisir. Donc, pour terminer, je terminerai par l'environnement des entreprises agroalimentaires. En 2017, on se souvient, c'est loin, mais quand même on se souvient, qu'on avait une chaîne de la valeur qui était très linéaire, avec le producteur d'un côté et finalement le consommateur à l'autre bout. En 2037, je vous ai dit, le consommateur est devenu un consommateur et finalement, la chaîne de valeur est finalement en étoile autour de ce consommateur. Ça veut dire quoi? Certes, le premier maillon, c'est toujours l'agriculteur, mais l'agriculteur va avoir accès directement au consommateur, s'il le veut, ou le consommateur peut choisir d'avoir accès directement au producteur, mais le consommateur, lui, va être aussi influencé par qui? On l'a vu, les mutuelles de santé, mais des nouveaux entrants, comme les entreprises pharmaceutiques, qui, elles, ont aussi compris que la nutrition était importante dans tout ce qui était accompagnement et potentialisation, finalement, des traitements médicamenteux, notamment sur tout ce qui est maladies chroniques tournant autour de la mauvaise alimentation. Donc ça, ce sont des nouveaux entrants. Évidemment, les producteurs, les retailers,
La supply chain a aussi évolué. On a des systèmes qui ont intégré l'ensemble de ces fonctions, mais d'autres n'ont fait le choix de ne pas les intégrer et de travailler en étroite collaboration, donc avec cette chaîne de valeur qui est un petit peu plus floue qu'aujourd'hui, un petit peu moins précise. Il y a beaucoup plus d'interdépendance entre tous ces acteurs. Et finalement, les entreprises agroalimentaires de 2037 seront celles qui auront effectivement compris comment travailler avec cet écosystème, de façon à répondre à ces besoins du consommateur, et notamment d'apporter cette fonction qui est très importante en 2037, c'est-à-dire de pouvoir adapter son style de vie à son mode de consommation. Voilà, je vous ai fait voyager avec la vache qui rit. Et avant de terminer, je voulais remercier donc Claudine Bras dans mon équipe qui travaille sur tout ce qui est veille et prospective, et aussi Anne-Laure Froissart de la société Tagea, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour fabriquer pour vous ce petit scénario autour de la vache qui rit. Je vous remercie pour votre attention.